Bonjour à tous, bienvenue en direct sur le plateau de Village Semence au Salon de l'Agriculture 2009. Le grand rendez-vous, 1 heure, où on va aller à la rencontre de producteurs, de produits. Vous voyez devant moi un petit aperçu de choses qu'on va découvrir. La tomate, des végétaux tartinables, une pâte chocolatée innovante avec de la févrole. On va parler de miel aussi, on va parler de lin. Donc beaucoup de choses. Vous pourrez jouer et gagner quelques lots surprise. Derrière moi, il y a une adresse avec votre téléphone. Vous vous loguez dessus. Je permets de me retourner pour vous la lire. C'est polev.com/village semence. Tout simplement, vous vous inscrivez dessus. Votre nom, il n'y a pas d'adresse à demander, rien de spécial. Et vous allez pouvoir participer à 2 quiz. Un sur le lin, un sur le miel pour gagner quelques-uns des produits qu'on a sur ce plateau. Donc, on va parler de tomates et on commence avec 2 invités. Frédéric Rich, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de Légumes de France et bien sûr producteur de tomates, mais aussi de salades dans le Rhône, c'est ça? C'est exact, oui. Depuis combien de temps vous faites ça? Depuis à peu près 15 ans. Parfait. À vos côtés, Pauline Mouton, bonjour. Bonjour. Vous êtes sélectionneuse tomates chez Gauthier Semences. Tout à fait. Alors, on va parler de la tomate. Déjà, j'ai une première question toute simple. C'est un fruit ou un légume? Parce que on met ça dans sa salade. Mais j'ai toujours entendu dire aussi qu'on parle de fruits. Qu'en est-il? C'est un légume-fruit. Comme la salade voilà, est un légume-feuille et le navet un légume-racine. Ouais. Vous avez plusieurs familles de légumes. Alors, il y a une diversité absolument incroyable. Est-ce que vous pouvez nous dire en gros, si on le sait précisément, je ne sais pas, combien il y a de variétés de tomates? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a une quantité absolument incroyable. Je pourrais pas vous dire le nombre Allez, de variétés. à peu près. Pauline Mouton. Il existe à peu près environ 300 variétés de tomates aujourd'hui. Et chaque année, en France, on inscrit à peu près une trentaine de nouvelles variétés. Chaque année, une trentaine de nouvelles variétés. C'est absolument incroyable. En fait, ça veut dire on travaille comme ça au quotidien. C'est un peu d'ailleurs votre travail d'innover, de créer une nouvelle variété. En 2 mots, comment est-ce qu'on fait? Racontez-nous comment est-ce qu'on crée une nouvelle variété de tomates. Alors, pour créer une nouvelle variété de tomates, on se sert de la diversité déjà existante de la nature. On réalise des croisements pour encore augmenter cette diversité. Des croisements, c'est 2 variétés qu'on va mixer tout simplement, qu'on va mélanger. Voilà, papa, maman, voilà, et ça va faire un nouveau petit. C'est ça. Bon. Ce qui se fait dans la nature avec des abeilles. Oui, bah alors c'est ça, mais c'est pas aussi simple que ça quand même. J'imagine pour arriver à avoir quelque chose de stable, de durable, ça demande un sacré boulot. Oui, pour avoir une nouvelle variété, ça demande quand même 7 ans de travail avant de créer une nouvelle variété. Oui. D'accord. Alors, on a devant nous 2-3 spécimens. Je le dis tout de suite, bien sûr, on est en plein hiver. C'est pas la saison de la tomate, donc il y en a très peu évidemment. La vraie saison de la tomate, c'est quoi? À partir du mois de mai, juin? Oui, à partir de mai. À partir de mai? Et quoi, jusqu'au mois de septembre? Oui, octobre. Septembre, octobre. Alors, on a quelques photos. Je vous propose de regarder quelques-unes de ces photos. On va passer, voilà, histoire de voir un petit peu la diversité. Celle qu'on a derrière nous, par exemple, celle-là, j'ai envie de dire ça ressemble à la cœur de bœuf, mais j'y connais rien, donc si on essaie de donner une petite précision là-dessus. C'est une tomate côtelée. Côtelée? Oui. C'est-à-dire on peut remarquer sur le dessus qu'elle a plein de petites côtes. Ouais. Donc voilà, c'est une tomate côtelée de couleur noire. Quels sont les critères qui permettent justement de se dire, tiens, on va essayer de développer une tomate, presque une tomate cerise, bien qu'elle soit pas cerise, celle que j'ai entre les mains, j'ai envie de dire, c'est une tomate mini poivron, par exemple. C'est quoi? C'est en fonction des goûts des consommateurs, des tendances, effectivement, ça pour l'apéritif. C'est pratique. C'est parfait. On fait comment? Alors en fait, on se base sur on est peut-être en hiver, mais elle a du goût quand même. On se base sur les attentes des producteurs et des consommateurs. Donc, pendant qu'on vous écoute, je vais faire goûter au public de trois tomates. Oui, donc on fait se base comment? sur les attentes des producteurs et des consommateurs. Oui. Donc pour les producteurs, on peut aller directement les questionner ou passer par l'interprofession. Et pour le consommateur, on mène des études consommateurs pour justement comprendre qu'est-ce qu'on aime manger, qu'est-ce qu'on a envie, voilà. Et c'est ça qui définit en fait nos critères de sélection. Je vous laisse finir. Elle est bonne? Elle est bonne. Elle est bonne, c'est bien, c'est déjà pas mal. Donc selon les critères des consommateurs, selon les goûts, il y a quoi? Il y a des castings qui sont faits d'une certaine façon, c'est-à-dire que quand on innove, quand on crée une nouvelle variété, on va aussi la tester auprès des consommateurs pour voir comment ils réagissent.
C'est ça. En fait, il existe des groupes de consommateurs, parce qu'on ne peut pas demander à vraiment toute la population, qui représentent la population. Et donc, on va leur faire goûter des tomates et ils vont nous dire, ah ben, pour moi, elle est trop juteuse, pas assez fondante, trop sucrée. Évidemment, ça ne veut pas dire que toutes les nouvelles variétés sont retenues. J'imagine que dans l'eau, on expérimente, c'est comme tout, et puis il y a des croisements qui sont satisfaisants et d'autres tout simplement moins. C'est exactement ça. Comment se comporte la filière tomate, si je puis dire, en France? C'est un univers qui fonctionne, qui marche. On a une bonne notoriété, une bonne réputation. Bon, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez témoigné, les tomates ont du goût. Il faut savoir que 80% de la qualité gustative se fait via les variétés. C'est pour ça que la sélection est très importante. La filière se porte bien puisque depuis des années sont développées des tomates de différentes couleurs, de différentes formes, en privilégiant toujours les qualités gustatives. Donc aujourd'hui, chaque consommateur arrive à trouver sa tomate, ou en tout cas celle qui est propice au moment où il veut la consommer. Où est-ce que ça se produit essentiellement, la tomate? On pense évidemment à production du sud du soleil. C'est peut-être une image un peu d'Épinal, il n'y a pas que là. Il n'y a pas que là, il s'en fait aussi en Bretagne, mais on peut dire que dans la saisonnalité de mai à octobre, il s'en fait un petit peu dans toute la France. Vous-même, vous en produisez? Oui. Où ça, géographiquement, donc? À Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône. D'accord. Est-ce que le public vient dans votre exploitation pour découvrir ça, ou c'est pas quelque chose? Vous savez que aujourd'hui, on le voit au salon de l'agriculture, les gens aiment beaucoup aller en proximité à la rencontre des producteurs, des éleveurs, des agriculteurs. C'est quelque chose qui vous touche, ça? Oui, on reçoit du public, mais surtout des écoles pour faire des visites, expliquer nos métiers et puis essayer de les former aussi. Après, c'est toujours compliqué de rentrer sur une exploitation agricole parce qu'il y a des dangers liés aux allées et venues, aux tracteurs et autres. Les jeunes, les écoles, ils sont intéressés justement par cette réalité de l'agriculture, voir comment ça pousse une tomate. C'est bête parce que c'est vrai, quand on l'achète sur son étable, on la voit comme ça, mais on ne sait pas forcément finalement, on ne sait plus, et surtout pas les jeunes, on ne sait plus forcément comment ça pousse. Oui, en plus c'est un univers qui est passionnant parce que quand vous rentrez dans une serre, vous avez des bourdons qui sont là pour polliniser. Vous avez les abeilles aussi, non? Oui, on utilise surtout des bourdons. Ah, surtout des bourdons. Oui. Vous utilisez, c'est ça, vous exploitez des bourdons pour polliniser les tomates. C'est eux qui font le travail. Ouais. D'accord. Et donc, les jeunes sont intéressés par tout ça? Oui, ça les intéresse beaucoup. Est-ce que le métier de sélectionneuse, Pauline, c'est un métier, comment dirais-je, attrayant? C'est quelque chose qui attire les jeunes aussi? C'est quelque chose qui est intéressant? C'est quelque chose qui m'a attiré moi en tout cas, de par la diversité qui existe et on peut toujours améliorer les variétés, il y a toujours du travail, toujours quelque chose à faire. C'est un métier où en fait on n'a jamais fini, donc c'est pour ça que c'est très intéressant et très passionnant. Il y a un peu d'investigation scientifique dans votre boulot, c'est ça? Il y a le côté, tiens, je voudrais une tomate qui soit plus sucrée, plus petite, plus rondouillarde. Oui, c'est ça. C'est vraiment de l'investigation scientifique d'une certaine façon. Oui. En tout cas, beau métier, beau produit. Merci à tous les deux. On va passer à des camarades de jeu qui sont juste en face avec la société Vertuchou et Quentin Loudvoet. Pardon. Voilà. Alors, vous allez nous parler de tartinables de légumes. Oui. Alors, ça complète bien sûr la tomate qu'on vient de voir. Devant vous, il y a des pots. C'est quoi déjà Vertuchou? Ça, c'est le nom de la boîte que vous avez créée. Oui. C'est quoi ces tartinables de végétal? Alors, en fait, ce sont des tartinables de légumes pour l'apéritif, mais faits avec les légumes anciens de nos terroirs. En fait, la biodiversité domestique de nos champs, donc par exemple, ce sont de la carotte de Tilk, ici, que vous pouvez voir. Hop. Ça c'est un morceau. Hein. Voilà, la géante. Ça, on peut sortir armé, on se fait arrêter parce que. Exactement. Là, l'avantage, c'est qu'on fait une purée entière ou une soupe entière avec une carotte comme celle-là. Ça, c'est un produit, c'est pas un mutant génétique, c'est une vraie carotte. Oui, c'est une carotte qui est inscrite dans le terroir de cette ville de Tilk, dans le Pas-de-Calais, depuis plus de 100 ans. Là. Et elle est très inscrite dans l'histoire locale. Tous, ils ont tous une histoire incroyable. Et en fait, moi, mon travail, c'est, je travaille sur des variétés anciennes, je retrouve des vieux légumes, et après, mon travail, c'est de, les faire redécouvrir aux consommateurs, qui puissent prendre plaisir à redécouvrir ces légumes, pour derrière, en fait, les inciter
à vouloir en racheter. Parce que ce qui est un peu triste dans cette histoire, c'est que beaucoup de ces légumes sont en voie de disparition. Parce que les agriculteurs qui font ces variétés-là, c'est des gens qui ont beaucoup de courage, qui ont, en fait, font ça principalement par passion, et qui ont du mal à valoriser ces variétés. Vous voyez ici. C'est bien d'en parler, c'est bien de parler. Ça, c'est quoi? C'est une feuille d'endive? C'est la barbe de capucin. C'est la toute première endive. Ça, c'est un légume qui est né à Montreuil, à la toute base. Et en fait, c'est l'image, l'archétype, vraiment l'image de à quoi ressemble l'endive à sa toute base. D'accord. Et ça, c'est le bijou de la métropole lilloise, puisqu'elle est récoltée plus que chez 2 agriculteurs dans les Catiches, les mines de craie de la ville de Lille. Alors, c'est étonnant ce que vous racontez, Quentin. Alors, on va parler dans 2 minutes de vos tartinables. Je crois que vous avez 30 ans. Oui. Vous avez monté cette boîte-là et c'est étonnant d'entendre, vous êtes jeune, dans votre discours, cette intention de faire vraiment revivre et redévelopper des légumes anciens, traditionnels, pas simplement les présenter une fois et puis hop, on les range jusqu'à l'année prochaine. Il y a une histoire de famille derrière. Ah voilà, pourquoi alors ? Une histoire de famille. Par exemple, mon grand-père a créé une confrérie de l'andouillette de Cambrai, ce qui impose déjà quelque chose. Et puis après, via mon père, qui a une entreprise de charcuterie traditionnelle du Nord. Donc j'ai baigné dans les produits de terroir avec... Enfin, dans cette famille, on a la notion du respect du client, notion du respect du produit brut. D'accord. Voilà. Alors avant de parler de vos produits, ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est l'ail fumé d'Arleux, la seuil ail fumé de d'Europe. L'ail fumé. Et c'est la variété gaillante, la variété du Nord. Sentez-moi ça, vous allez voir, c'est merveilleux. D'abord, j'adore l'ail, mais alors fumé, là, c'est splendide. Et avec ça, en fait, j'ai fait un pois chiche façon bistrot, qui est une sorte de houmous revisité français, avec un peu de pois chiche fumé et de la chicorée liquide. Bon, il est prometteur hein, dans sa façon de voir les produits. Alors, et la transformation, parce que vous avez devant vous donc des tartinables. Allez, oui. On en parle rapidement. Ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai moelleux de champignons. Un moelleux de champignons. Le lingot du Nord. Voilà. Ici, vous avez le pesto du Nord avec du cresson de fontaine du pays artésien à large feuille, associé avec de la mimolette extra vieille. Ici, vous avez le gratin 2 endives avec la barbe de capucin, de la levure de malt qui redonne un goût de fromage. C'est pas avec ces endives-là, si, c'est avec ça. C'est avec ça, oui, complètement. Formidable. Ici, vous avez la carotte du chef avec la carotte de Tilk. Ouais. Ici, vous avez donc le pois chiche façon bistrot. Et ici, vous avez donc le fondant de poireau avec le poireau Leblon, qui est un poireau exceptionnel de la ville de Saint-Omer. Voilà, extrêmement tendre. Allez, 2 mots sur ce poireau. Allez, je fais circuler un peu qu'on goûte parce qu'en parler c'est bien. Oui, ce poireau de Saint-Omer. Poireau de Saint-Omer, un poireau Leblon. Oui. Qui date de 1930. Et alors, ça vous est venu comment cette idée de traiter ces végétaux de cette façon-là? Ça, c'est pour l'apéritif typiquement, hein, ce genre de. Vous faisiez quoi avant dans la vie, si j'ose dire, avant d'avoir 30 ans et de vous lancer? Une formation de gestionnaire. Ouais. Et en fait, via ma famille. Et puis là-bas aussi. Je voulais un peu comprendre comment on pouvait, comment en fait les prix des matières premières variaient autant. Et en fait, pendant mes études, j'ai fait un devoir de mémoire sur la stabilisation des prix dans l'agroalimentaire. D'accord. Et en fait, on se rend compte qu'un légume qui a des caractéristiques spécifiques, en fait, il a un ensemble d'arguments pour sortir du marché national et pouvoir défendre son prix. La barbe de capucin, elle se cueille à la main, elle est extrêmement fine, un poil un peu plus amer, et donc ça lui permet de se différencier, que l'agriculteur puisse définir lui-même son prix de vente. Voilà, c'était ça, la toute base. En tout cas. Et après, on parle de la biodiversité domestique, la préservation des savoir-faire. Le thème de cette année ici, c'est la biodiversité. C'est vraiment un bel exemple de voir finalement des produits courants, mais exceptionnels, et transformés là aussi d'une façon originale. Vertuchou, on rappelle donc le nom. Où est-ce qu'on peut les acheter pour les déguster, ces tartinables de légumes? Alors, je suis un peu désolé, mais pour l'instant, ils sont principalement disponibles dans le Nord-Pas-de-Calais. Et alors des exploitants. Après, il y a sur Paris, il y a une adresse qui est Ma Parenthèse. Ma Parenthèse. Ma Parenthèse, dans le 10e rue du Faubourg Saint-Martin. Et bon. Mais voilà, sur le nord, de toute façon, vous pourrez
Si vous voulez, vous pouvez aller sur le site internet de Vertuchou, sur le Facebook de Vertuchou pour voir où sont les points de vente les plus proches. Parfait. Merci. Merci Quentin. Je rappelle la marque parce qu'il faut aussi pousser les jeunes qui démarrent et qui font travailler tous les producteurs de végétaux. Donc c'est Vertuchou, des tartinables de légumes. C'est délicieux, c'est vraiment très intéressant. À vos côtés, on passe au dessert, hein, sans passer par le plat du jour. Avec Graines de Choc et Béatrice Maire. Bonjour Béatrice. Bonjour. Alors vous, c'est aussi à tartiner en fait. Hein. Tout à fait, oui. Alors tout le monde connaît une célèbre pâte à tartiner chocolatée, comme on dit, avec différents composants dedans. Vous avez voulu lancer quelque chose, une pâte à tartiner, avec quelque chose de particulier dedans, de différent. Qu'est-ce que c'est? Voilà, donc en fait, nous, on utilise la févrole pour fabriquer nos pâtes à tartiner. La févrole, c'est une légumineuse au même titre que les pois chiches, les lentilles, les haricots secs. Une légumineuse très peu connue du consommateur parce que jusque-là, elle n'était pas ou peu utilisée en France pour l'alimentation humaine. C'est pour les animaux à l'origine ou... Voilà, en France, elle était utilisée pour l'alimentation animale. On l'a dans les années 2000-2010 beaucoup exportée en Égypte. Là-bas, ils en consomment sous forme salée. Comme elle est riche en protéines, ça leur fait ça leur remplace la viande. Et donc en France, personne ne l'utilisait. Et en fait, nous, on l'utilise donc principalement dans notre pâte à tartiner comme base pour améliorer le profil nutritionnel du produit. Je disais, je vais laisser mon micro de côté. Donc c'est une pâte à tartiner. C'est uniquement de la févrole quoi, broyée, transformée. Donc la févrole est très peu transformée. Moi, en fait, j'ai contractualisé directement avec des agriculteurs de la région. Oui. Ils me la livrent sèche après la récolte et je peux m'occuper moi-même de toute la transformation. Donc je vais pas donner le secret de la recette, mais par contre, ce que je peux dire, non, c'est évidemment, que c'est exclusif. Je crois que vous êtes la seule, la première et la seule à faire ça. C'est ça, tout à fait. Et en fait, juste ce que je vais dire, c'est que je passe pas par des extras ou des isolats de protéines. On utilise la graine entière. On est sur un process peu transformé. Ouais. Donc voilà, donc c'est l'ingrédient principal. On en a 51%. Je vais la goûter, la faire goûter là aussi. Hein. Ensuite, on rajoute du sucre en quantité limitée, 2 fois moins qu'une pâte à tartiner classique. À regarder et comme puis, ça, 20% on dirait de la pâte de noisette. Ah, je vous arrête plus. Hein. On dirait de la crème de marron, vu comme ça. Oui, un petit peu. C'est vrai qu'on a du coup, on ne met pas d'huile du tout dans la pâte à tartiner, donc non seulement pas d'huile de palme, mais pas d'huile du tout, c'est encore mieux. Et on a du coup une texture un petit peu plus végétale qui va s'apparenter à une crème de marron très légère. Allez-y les amis, goûtez, c'est de la févrole. C'est végétal, donc c'est nouveau. Allez-y madame. Alors vous en pensez quoi? Ah, vous avez bouche pleine. Vous avez plus la bouche pleine. Alors vous en pensez quoi? Délicieux. Délicieux. Bon c'est déjà pas mal. Donc 100% des personnes qui sont exprimées trouvent ça délicieux. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Pourquoi est-ce que vous avez voulu développer ça? Parce que à la base, vous n'êtes pas du tout de cet univers. Vous n'êtes pas agricultrice. Vous n'êtes pas formée par l'INRA. Vous n'êtes pas. Vous avez une expérience de vie un peu différente. Vous étiez cavalière et je crois que vous commercialisez, vous dressiez, vous vendiez des chevaux, c'est ça? C'est ça, tout à fait, oui. Et un jour, vous vous êtes dit, je veux aller vers autre chose. Voilà, c'est ça. Avec une intention nutritionnelle, comme vous disiez. Hein. Voilà, alors en fait, du coup, pour diverses raisons, j'ai décidé d'arrêter les chevaux et de me lancer au départ dans la chocolaterie. Et puis, en fin 2017, j'ai découvert par hasard la févrole. Donc, comme la plupart de tous les consommateurs, je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai décidé de m'y intéresser. Et donc, j'ai réussi assez rapidement à mettre au point cette pâte à tartiner. Et donc, l'idée était vraiment d'utiliser la févrole pour améliorer le profil nutritionnel. Là, depuis janvier, cette marque Choc, c'est la première pâte à tartiner prête à l'emploi qui obtient la lettre A du Nutri-Score. La lettre A du Nutri-Score pour une pâte à tartiner, c'est pas courant. Hein. En général, globalement, on est plutôt sur le Z. On en a quelques-unes qui sont en D. Nous, notre première marque, elle était en C. Et là, on a réussi donc à l'avoir en A. Ça veut dire qu'elle est conseillée on peut en consommer tous les jours sans problème. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai goûté. C'est très bon. C'est un goût de noisette. C'est étonnant. C'est étonnant parce que c'est un petit goût de noisette qui est très proche de ce qu'on peut trouver par ailleurs. La texture, c'est un petit peu comme de la crème de marron.
C'est très étonnant. Gros avantage, hein, c'est clair. Contrairement à une pâte à tartiner classique, on ne va pas trouver d'huile de palme, d'autres matières grasses qui peuvent être pas forcément toujours très bonnes pour la santé. Voilà, c'est ça. Et puis surtout, on n'aura pas, en plus, le fait de pas mettre d'huile, on n'aura pas le cocktail huile-sucre qui crée les addictions et qui entraîne la malbouffe, Comment vous l'avez inventé quand même? Parce que c'est pas si simple d'arriver comme ça à sortir un produit quand on n'est pas du tout de cet univers. Vous l'avez expérimenté? Vous vous êtes dit, tiens, j'essaye. Oui. Je me suis dit, tiens, j'essaye, je mélange comme ça. Après, il a fallu améliorer un peu la texture parce que des fois, c'était un peu trop dur, des fois, c'était trop liquide. Donc, j'ai cherché un petit peu comme ça. Et puis, donc, j'ai réussi à mettre en fin 2017 notre première marque Tartimousse. Donc, il y avait un Nutri-Score C. Et puis là, courant 2019, j'avais envie donc d'essayer d'en faire une avec le Nutri-Score A, et puis je me suis donné le temps d'essayer un petit peu, et puis j'ai réussi à obtenir ça. Béatrice Maire, merci beaucoup. On rappelle graines de choc. Dernière chose, il y a plusieurs variétés. Je vois qu'il y a différents pots devant vous. Voilà, donc en fait, il y a ce que on va en faire gagner à la fin de l'émission. Alors, j'en garde rien. Vous venez de goûter donc la pâte à tartiner aux noisettes. Donc dans celle-ci, il n'y a pas de chocolat ni cacao. On a seulement 3 ingrédients majeurs, donc les févroles, le sucre et la noisette. Et ensuite, on en a une deuxième au chocolat noir, oui. Qui là, du coup, par contre, il y a 19% de chocolat noir. Donc là, au niveau du Nutri-Score, on va forcément être en C, ce qui est déjà pas si mal. Mais voilà, le chocolat, ça reste du beurre de cacao le et chocolat, du sucre. On le fera gagner aussi tout à l'heure, si vous le permettez, pour mettre un coup de projecteur sur le nom de votre produit. On rappelle, ça s'appelle Graines de choc. Graines de choc. Oui. Parfait. Merci à tous les 4. Merci aux spécialistes de la tomate. Merci aux jeunes amateurs de produits anciens de les transformer en tartinables. Et puis, merci à vous, Béatrice, pour cette préparation à base de févroles. Allez, je vais me déplacer. Et puis, je vous retrouve ici dans quelques instants. Et je vais me diriger vers Damien Provandier. Bonjour, Damien. Bonjour. Amusant, hein, toutes ces préparations-là. Ouais, c'est délicieux, ouais. Hein, c'est intéressant. C'est sympa de voir qu'il y a de l'innovation et beaucoup de produits innovants. Avec vous, on va parler de végétal local. Alors là, ça ne se mange pas, mais ça se regarde, ça s'apprécie. C'est finalement tous ces végétaux que l'on trouve à l'état naturel partout. Et vous, votre boulot, ça va être de les recenser, d'essayer de les reproduire pour pouvoir qu'on les replante localement. C'est à peu près ça l'idée, en gros? Alors oui, je travaille pour les conservatoires botaniques nationaux et j'anime une marque qui est une marque de l'Office français pour la biodiversité, oui, qui va garantir en fait que les végétaux qui soient marqués végétal local soient des végétaux qui ont été récoltés en milieu naturel et dans 11 régions d'origine qu'on a définies, puisque la France présente une diversité de régions écologiques. Formidable. Alors la marque et le logo, moi je connaissais pas, hein, c'est donc végétal local, j'ai découvert cette marque-là. Très concrètement sur le terrain, allez, prenez-nous un exemple, je sais pas, en Bretagne, en Normandie, vous allez faire un repérage, identifier des végétaux qui sont là depuis toujours, c'est ça? Alors tout à fait, en fait ce sont les producteurs qui s'inscrivent à cette marque, une marque collective. En Bretagne par exemple, un producteur qui s'est formé au lycée Dufresne et qui a monté sa pépinière basée uniquement sur des arbres et des arbustes du bocage. Il s'appelle Graines de Bocage par exemple, et si vous achetez des végétaux chez lui, végétal local, vous êtes garanti que ces végétaux sont des végétaux qui sont d'origine naturelle des haies de Bretagne, donc des arbres et des arbustes de Bretagne. Après, dans chaque région de France, on a des producteurs d'arbres, d'arbustes, mais également d'herbacées, notamment de fleurs. Alors, il y a un intérêt bien particulier parce que si on a un jardin ou si une collectivité, parce que je crois que ça s'adresse surtout aux institutionnels pour l'instant, a envie de planter telle plante dans un espace vert public, par exemple, la variété, elle peut venir parfois de l'autre bout de la France, de l'autre bout du monde, et ne pas s'implanter très bien, alors que si on prend un plan local, là, il va vivre. Tout à fait, oui. Il s'agit vraiment de végétaux qui sont recommandés dans le cadre de projets en faveur de la biodiversité. Quand il s'agit de restaurer la biodiversité, alors dans le cadre de chantiers, dans le cadre de plantations en milieu agricole, mais également par exemple en milieu urbain, quand il s'agit de restaurer la biodiversité, les végétaux qui sont des végétaux
sauvages, naturels de la région d'origine sont les mieux adaptés, et cette marque va garantir justement ces éléments-là. Ils ont quoi dans leur gène finalement? Une implantation locale? Si on prend un exemple concret, une variété, donnez-moi une variété qui pourrait pousser en Bretagne, mais aussi vraiment un endroit très différent. On peut prendre l'exemple du bleuet par exemple. Oui. Le bleuet qu'on peut trouver, qui peut se trouver pour l'horticulture, a souvent été sélectionné pour ses pétales, pour le fait d'être très esthétique. Mais le bleuet spontanément a des pièces de nectar en fait qui vont permettre aux insectes de se nourrir. Et il y a une longue évolution qui s'est faite entre les insectes, les abeilles sauvages et les insectes pollinisateurs locaux et les végétaux des milieux naturels. C'est un petit écosystème. C'est ça, exactement. C'est ces éléments-là de coévolution entre les insectes, la plante, le milieu, qui est défendu dans Végétal Local, et cette notion de terroir, de région biogéographique. Et si on prend cette plante-là et qu'on l'exporte, qu'on l'importe dans un autre endroit, finalement, elle ne va pas forcément très bien s'implanter. Elle a moins de chance. Elle va pas trouver les mêmes insectes, le même environnement, c'est ça? Potentiellement, elle va pas fleurir à la bonne heure pour les insectes. Il peut y avoir des décalages. Donc c'est sûr que en écologie, dans le milieu moi je travaille au Conservatoire botanique nationaux, on est vraiment là pour préserver la flore dans son milieu naturel. Nos partenaires de la fac agroforesterie travaillent sur la plantation des haies en milieu naturel, Plantécité aussi, donc plusieurs partenaires à l'origine justement de cette filière qui n'existait pas. On parlait parfois de plantes locales dans des cahiers des charges, mais on n'avait pas encore de garantie en fait, tant que Végétal Local n'existait pas. Qui sont les clients, j'ai envie de dire, de Végétal Local, savoir ceux qui vont réimplanter, enfin se servir de ces plantes? Alors beaucoup les agriculteurs, les fédérations de chasse, les parcs naturels régionaux, notamment dans le cadre de la plantation de haies champêtres, donc une politique de replantation de l'arbre sur le territoire très importante. On rappelle que c'est important, les haies champêtres, pour les petits oiseaux, pour les insectes, ça amène beaucoup de biodiversité. Et en matière agricole, c'est très important notamment. Tout à fait, pour éviter l'érosion des sols sur les talus, c'est très important de restaurer ce bocage. Mais également du coup, les agriculteurs peuvent être intéressés pour réimplanter des bandes fleuries pour les pollinisateurs qui sont essentiels justement. On en parlait tout à l'heure des pollinisateurs pour les tomates, mais toutes les légumes, toutes les plantes ont besoin de pollinisateurs. Et aujourd'hui, il faut restaurer des habitats, des milieux naturels qui permettent de sauver, de préserver ces pollinisateurs. Donc là, ça va être plutôt des petites graines herbacées notamment qu'on va ressemer. Alors, ce qu'il y a de sympa là, vous faites des petites choses. Des petits présentoirs comme ça, avec à l'intérieur des graines. Donc je peux voir ici par exemple graines de plantes sauvages de la zone sud-ouest. Donc là on va trouver un petit peu comme un sachet de thé, c'est pas pour mettre à tremper dans une tasse, mais ce sont des petites graines justement qui viennent du sud-ouest. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans finalement? Alors là, par exemple, on va trouver de l'aquilée, du bleuet, des plantes sauvages qui sont parfois des annuelles, des plantes vivaces, des plantes qu'on pourrait semer dans ce qu'on pourrait appeler des prairies fleuries pour restaurer une prairie. L'idée, c'est de ce petit cadeau promotionnel que donne l'Office français de la biodiversité, c'est de proposer à chacun de faire un petit geste chez lui, dans son jardin, sur son balcon, sur 1 mètre carré. L'idée, c'est de se dire la biodiversité peut prendre racine dans nos territoires, dans nos terrains. Donc c'est possible c'est plus parlant quand on parle de Végétal Local de proposer à quelqu'un de faire un geste. C'est extrêmement concret, effectivement, quand on voit ça. Moi, je vous dis, j'ai envie de vous en piquer quelques-uns. Et alors, le but, évidemment, dans l'absolu, ce serait pas que je prenne des graines des Alpes pour les planter dans mon jardin en région parisienne. Ça aurait pas, c'est pas dans l'esprit en fait. C'est pas la démarche. Il y a des jardins dans lesquels on va faire justement ces questions d'acclimatation. Nous, on est vraiment sur la préservation de la biodiversité locale. Donc, si vous avez habité à Paris, par exemple, on a bassin parisien nord, bassin parisien sud. Là, vous l'avez là? Voilà, il y a écrit sud, mais c'est bassin parisien sud. Donc, vous pouvez planter ça. On a aussi un sachet de bassin parisien nord. Ah d'accord. On a à ce point une subtilité dans la biodiversité qu'on va trouver des plantes qui sont dans le bassin parisien sud qui vont être peut-être différentes du nord, de l'est ou de l'ouest. Au niveau de leur histoire, en tout cas génétique, de la manière dont elles ont évolué, en effet, il y a une certaine distance. Et cette région, le grand bassin parisien, a été subdivisé ensuite avec on a été aidé par d'un conseil scientifique, le Muséum d'histoire naturelle. Il y a eu beaucoup d'acteurs depuis 2011 dans cette démarche pour structurer le cahier des charges de la marque. C'est quoi la prochaine étape? C'est vraiment peut-être de s'adresser aussi au grand public. Enfin, moi je vous pose la question parce que je trouve que ce serait une belle idée, quoi, de promouvoir ça auprès du grand public, de promouvoir des plantes sauvages locales.
Alors en effet la gamme végétale est en train de s'élargir. On a maintenant des pépinières, notamment des pépinières de vivaces qui commencent à arriver avec des plantes en godet, des acteurs de l'horticulture. Ouais. Les collectivités s'approprient beaucoup cette démarche et on sait que les collectivités en matière de paysage ont souvent un pas d'avance. C'est elles qui vont montrer l'exemple aussi aux jardiniers. On a beaucoup un fort enjeu aussi à convaincre les agriculteurs. Maintenant qu'on est aussi avec la création de l'Office français de la biodiversité, on a un pouvoir de communication au niveau de divers réseaux qui est important. Donc avec d'autres démarches aussi de l'Office comme Agrifaune, des choses comme ça, on va passer une année. On travaille beaucoup avec les lycées agricoles aussi. Oui. On se dit que les jeunes, on a au moins 4 ou 5 personnes qui ont créé des entreprises en produisant du végétal local et on espère que les futurs pépiniéristes, les futurs producteurs s'emparent de la démarche. Et justement, les pépiniéristes, ils regardent ça comment? Ils sont justement, je pense, intéressés certainement parce que là aussi, c'est le conseil qu'ils peuvent donner aux clients, aux acheteurs et leur dire voilà, on va vous trouver telle plante qui est vraiment implantée localement. On va la cultiver, on sait la cultiver. Hop, il y a toutes les chances qu'elle s'installe bien, avec beaucoup de succès. Tout à fait. Les pépinières forestières connaissaient ça depuis des années avec des arbres forestiers qui sont déjà des arbres adaptés à des régions. Mais pour les arbustes, par exemple, il n'y avait pas du tout de traçabilité et ça leur posait problème aussi d'avoir des graines qui venaient de l'autre bout de l'Europe, qui n'étaient pas forcément adaptées, qui fleurissaient pas ou qui débourraient pas à la bonne date. Donc ils y croient, ils répondent aussi que si le consommateur précise qu'il veut du végétal local, on a beaucoup maintenant. Ça pourrait devenir pépiniéristes à peu près. Oui, ça pourrait devenir un vrai critère en fin de compte, un vrai critère de sélection positive cette appellation végétal local. Elle le devient. Oui, on le voit de plus en plus dans des appels d'offres, notamment dans les mesures compensatoires sur lesquelles l'État peut exiger pour la restauration d'habitat. On pourrait parler par exemple de la ligne TGV Bordeaux-Tours. Ce sont 2 millions d'arbres végétal local. Alors c'était au début de la démarche, donc ils n'étaient pas encore végétal local, mais ce sont 2 millions d'arbres qui suivaient les recommandations végétales locales qui ont été plantés le long de cette ligne TGV avec une obligation préfectorale, avec une mesure compensatoire. Donc c'est bien une filière, on va dire, d'innovation pour la biodiversité, cette filière. Merci Damien Provandier. Donc végétal local, c'est à suivre, c'est une démarche très très intéressante et qui va certainement se développer et prendre racine, si je puis me permettre. Merci Damien. Merci. À bientôt. Alors, on va continuer avec bonjour à vous deux. Bonjour. Oula, vous avez une belle barbe et vous avez ce qui va bien. On va commencer avec Laurent Cazenave, donc qui est à ma gauche. On va parler de lin. Tout à fait. Et puis ensuite avec Sabine Oustrin. Bonjour. Bonjour. On va parler de toute autre chose. On va parler de miel. Et on va goûter du miel d'ailleurs. Et on va vous permettre à travers 2 jeux de gagner à la fois du miel et la pâte à tartiner qu'on a vue tout à l'heure. Laurent Cazenave, le lin, finalement, j'ai envie de dire tout le monde ne sait plus ce que c'est que le lin. Oui, finalement, c'est une fibre qui n'est pas extrêmement connue, même si on peut en porter au quotidien, notamment durant l'été. En fait, on sait très peu que le principal producteur de fibres de lin, c'est la France. Si on prend la France, c'est-à-dire du Calvados, la Picardie, les Hauts-de-France, plus un tout petit peu la Belgique et les Pays-Bas, on a 120 000 hectares qui approvisionnent la filière textile pour faire des vêtements à hauteur de 90%. Donc on est vraiment les premiers producteurs de fibres de lin au monde. Alors, on rappelle que le lin, c'est d'abord une plante. Oui, tout à fait. Voilà, avant d'être une fibre, c'est d'abord une plante. C'est une plante. On a une ou deux photos d'ailleurs. Oui. On va voir finalement dans les champs en fin de compte du lin. Alors, mais là, on voit moi, je serais bien incapable de reconnaître du lin. Autant du blé, je peux peut-être y arriver. C'est une plante qui est quand même très très particulière. Oui. Déjà, c'est une plante qui mesure à peu près 1 mètre de haut. D'accord. Qui a une tige très fine, qui est très dense dans un champ. C'est aussi du blé, quand on regarde là, effectivement, la moissonneuse. Par contre, la couleur est beaucoup plus claire et la spécificité, c'est sa fleur. Ça fait des petites fleurs bleues comme ça. Des petites fleurs bleues, mi-juin, ça dure à peu près 1 semaine. Ah, c'est très court. C'est très court et surtout, la floraison n'intervient que la matinée. Vers 13h, tout le champ a fané. Et il va refleurir le lendemain. Quand vous dites refleurir, la fleur va s'ouvrir et se fermer ou c'est une autre fleur? Non, ça sera une seconde fleur. Sur la tige, il y a plusieurs fleurs. Et une fleur qui ne dure que quelques heures. Quelques heures, le temps de la fécondation. Donc si on veut voir un champ de lin en fleurs, il faut venir
en Normandie, en bord de mer, au mois de juin, plutôt vers le 15, et entre 9h et 13h. Le créneau est très précis. C'est assez étonnant. Alors, avant d'arriver à la fibre de lin, donc on a parlé un petit peu de la plante. À côté de moi, il y a plusieurs étapes. Ça, c'est de la fibre de lin. Ça, c'est la fibre de lin qui est extraite de la plante. Comment est-ce qu'on arrive à passer de la plante, j'ai envie de dire une tige et une fleur, déjà, à ça? Le lin a besoin d'un climat très particulier, un climat océanique, avec une alternance de pluie et de soleil. Oui. Le lin n'aime pas le stress. Donc ça, c'est déjà une première étape. Des conditions climatiques qui se trouvent que dans cette zone-là, au niveau mondial. Les semis ont lieu fin mars. La floraison... On peut en faire une jolie perruque, accessoirement. Exactement. La floraison en mi-juin et l'arrachage, parce que le lin n'est pas fauché comme une céréale. On va arracher toute la tige, puisque la fibre court tout au long de la tige, mi-juillet. Et après, il y a une étape fondamentale avec un nom qui s'appelle le rouissage. Le bruissage? Le rouissage, avec un R, où on laisse les pailles au sol. Il va pleuvoir dessus, ça va sécher plusieurs fois de suite, et ça va commencer à détériorer la paille pour libérer la fibre qu'on voit là. C'est très important parce que ça va imprimer la qualité de la fibre de lin de l'année. D'accord. On va avoir un millésime. Ça, en fin de compte, c'est à l'intérieur de la tige? C'est ça, en partie? C'est une partie autour de la tige. Exactement. Mais tout au long de la tige. On rappelle ce que l'on fait avec le lin? Alors, le principal débouché... Principal débouché, on va pas tous les donner parce qu'il y en a un petit quiz dans 2 minutes là-dessus. Ouais. Principal débouché, c'est le textile. D'accord. 90% de la production de fibres de lin part pour le textile, comme la chemise que j'ai en lin, le costume en vin, la leste en lin, par exemple. Alors, on a un petit quiz, justement, sur le lin, qui va vous permettre de gagner éventuellement un de ces 2 pots. Peut-être les 2, mais sinon j'en garderai un avec l'équipe de production. Alors, derrière moi, vous avez une adresse, on la voit, poulev.com/village semence. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont dans... Voilà. Donc, je vais rappeler que dans le public, si vous avez un téléphone portable et 30 secondes à nous accorder, vous pouvez gagner graines de choc, une pâte à tartiner exclusive. Là, poulev.com/village semence. Vous vous loguez dessus, vous mettez simplement votre prénom et on va, avec Laurent, vous poser quelques questions. Savine, vous avez le droit de jouer, bien sûr. Merci. Voilà, au moins de nous dire ce que vous aurez choisi. Donc, quelques questions autour du lin. La première question, on va essayer de la voir ensemble. Le temps qu'elle arrive, je vais déjà la poser. De quand datent les premières traces d'utilisation du lin? Alors, il y a 3 propositions qui sont faites. Une seule date, évidemment, est la bonne. On va voir ces 3 hypothèses. Il y a 200 000 ans avant Jésus-Christ, pour être précis. Enfin, ne pinaillons pas à 2000 ans près. Il y a 36 000 ans, où ça date du Moyen-Âge. De quand datent les premières traces d'utilisation du lin? Savine, vous avez une idée? Non, pas du tout. Allez, au moins au hasard. Moyen-Âge, 36 000 ans, 200 000 ans. 36 000 ans 36 000 ans? Ça remonte loin. Je sais plus comment l'homme se positionne là-dedans, mais utilisait-il d'ailleurs le lin déjà à l'époque? Je ne pense pas. Peut-être. Si, d'accord. Si, déjà. Alors, 100% des votants ont mis 36 000 ans. Laurent? C'est ça, c'est la bonne réponse. Effectivement, c'est les premières traces de fibres de lin tissées ont été découvertes en Géorgie. Oui. Et ont été datées de 36 000 ans, ce qui est bien antérieur aux pharaons, qui étaient les premiers, on va dire, cultivateurs à grande échelle du lin et qui l'utilisaient. Deuxième question. Vous avez apporté d'ailleurs en partie la réponse, je crois. Combien mesure la plante de lin? Alors, environ 50 cm, environ 1 mètre et environ 1,50 m. Combien mesure la plante de lin? 50 cm, 1 mètre, 1,50 m. Savine? 1 mètre. 1 mètre? Ouais, c'est vrai qu'avec les photos qu'on a vues tout à l'heure, ça semblait mesurer 1 mètre. Je crois l'avoir dit, à d'ailleurs. peu près. Il me semble que vous avez donné effectivement le chiffre.
Allez, on va regarder ce qu'ont voté les gens. Ah, alors, on a 33% sur 1 mètre et 67% sur 1 mètre 50. Oui, donc non, la hauteur standard, c'est autour de 1 mètre. 1 mètre. Et ce qui en fait une plante qui est extrêmement résistante à la verse, c'est-à-dire lorsqu'elle chute, lors d'un orage, par exemple, de la pluie, voilà, elle est capable de se redresser. Et c'est une caractéristique de la fibre. D'accord. Alors, troisième question, elle est assez simple. Effectivement, tout le monde, toutes les personnes qui ont testé une chemise, un costume en lin, un pantalon en lin, ça a un inconvénient, si j'ose dire, c'est que cela froisse. Alors, pourquoi est-ce que le lin se froisse-t-il lorsqu'on le porte? Alors, car la fibre rejette de l'humidité, car la fibre est en forme de Scooby-Doo, ou alors parce qu'il aime se faire repasser. Bah oui, après tout. Vous remarquez, là, il se froisse pas tellement tel quel. Hein. Non, mais je vais vous montrer tout à l'heure. On va regarder un petit peu ce que les gens ont répondu sur la question. La fibre rejette de l'humidité à 100%, c'est ça en fait? Oui, c'est ça en fait, c'est le phénomène qui se passe parce que la fibre, regardez, donc si vous faites un gros plan là sur ma main, je vais imprimer, imprimer mon passage sur la fibre. Donc la fibre se froisse et lorsqu'elle va être au contact de votre transpiration l'été, elle va absorber cette humidité, se retendre et se refroisser, et en se refroissant, elle éjecte la transpiration, ce qui en fait un tissu très agréable. C'est pour ça que justement c'est léger, c'est frais. Voilà, exactement. C'est l'inconvénient de l'avantage. Elle se froisse, mais ça rafraîchit. C'est un avantage. D'accord, intéressant. Alors, quatrième et dernière question sur le lin, lequel de ces 3 produits peut contenir du lin? Donc on va vous faire 3 propositions. Il y a plusieurs réponses possibles peut-être d'ailleurs. Hein. Alors, on peut trouver du lin dans des skis, dans un casque et dans un haut-parleur. Ça, c'est original hein, quand même hein, comme question. C'est pas évident, hein, Savine. Hein, je dirais un casque. Un casque. Ouais, admettons. On va attendre les réponses. Oui, alors on va regarder effectivement. On va regarder qui a voté quoi. Alors, un ski 0%. Un casque 50%, un haut-parleur 50%. Alors, la réponse, je disais qu'il y avait plusieurs cas de figure possibles. C'était dans les 3. Les 3. Les 3, oui, tout à fait. Et alors, allez-y. Alors, on a une photo d'un ski d'ailleurs. On a une photo d'un ski qui contient le haut-parleur. Donc là, le haut-parleur, c'est la membrane qui contient du lin. La membrane centrale, là, qu'on voit qui est beige, qui est claire. Il y a du lin dedans. Il y a du lin dedans. Ça a des capacités techniques pour le son. Exactement. En fait, le lin, à part le textile, a un débouché qui s'appelle les matériaux composites. Et là, dans le cas de la membrane, ça permet justement une bonne conductivité du son. Ça évite les effets Larsen. D'accord. Là, dans le ski, on voit sur tout le long du ski des traces, la fibre de lin qui est en marron. D'accord. Là, elle est combinée au carbone. Le carbone apporte la rigidité du ski. On va mélanger cette fibre de lin avec de la fibre de carbone. Voilà. Le carbone apporte la rigidité au ski, mais un ski rigide se met à perdre de l'adhérence, à vibrer sur la neige, ce qu'on ne cherche pas. Et la fibre de lin vient absorber les vibrations. D'accord. Et ici, alors, le casque. Là, on a un casque de quoi? De cavalier? Là, c'est de vélo. De vélo. De vélo. Il existe aussi en cavalier. Et là, c'est vraiment absorption des chocs. Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'on voit là, pour le coup, sur ce casque. On voit la matière. On voit à l'intérieur la fibre comme si elle était à travers une petite plaque de verre ou du vernis. Oui. C'est un très beau produit. Et c'est même esthétiquement parlant, c'est très joli. Ce n'est pas qu'esthétique, c'est aussi technique. C'est aussi technique parce que ça protège évidemment, c'est ça? Ça absorbe les chocs. Ça absorbe les chocs. Bon, pour l'instant, ces nouveaux débouchés composites représentent que quelques pourcentages. Mais le champ des possibilités est assez important. Merci Laurent Cazenave. Alors, on va regarder qui a gagné. Alors, il y a un gagnant guest 229. Avec 2740 points. Ce sont des points Village Chemance. Hein. Donc c'est très arbitraire. Hein. Mais donc il y a un gagnant. Alors s'il peut venir ici, moi je veux bien lui offrir volontiers un pot de pâte à tartiner choc. Ah bah voilà. Bon goûter, bonne dégustation avec ce produit fort sympathique. Merci Laurent. Merci. Je vais m'adresser à Savine qui attend très gentiment. Depuis un petit moment, on va parler avec Savine Oustrin. Vous êtes directrice recherche et innovation de Vivesia Agriculture.
On va parler de miel, d'abeilles, de ruches, parce que vous avez mis au point un procédé assez étonnant pour, j'ai envie de dire, faire en sorte que les agriculteurs et les abeilles vivent mieux, quelque part. Je vous écoute. Alors effectivement, l'initiative de Vivesia, c'est d'installer des ruches connectées. Alors une ruche connectée, c'est une ruche qui est posée sur une balance, qui est connectée et qui permet de suivre l'activité de la ruche en permanence. C'est quoi l'intérêt de suivre l'activité d'une ruche qui est posée sur une balance? La question, elle est naïve. Moi, je me dis, une ruche, elle est dans son petit coin de la nature, avec ses abeilles dedans. Pourquoi est-ce qu'on la met sur une balance? Pour avoir quoi comme information? Alors en fait, on pèse toutes les 10 minutes le poids de la ruche, ce qui permet de voir quand les abeilles sont sorties, le poids de la ruche diminue. Et donc quand elles sont sorties, c'est qu'elles sont en train de butiner. Et donc on conseille aux agriculteurs d'éviter de traiter quand les abeilles sont sorties. D'accord. Et quand les abeilles rentrent dans la ruche, le poids de la ruche augmente de nouveau. Donc on est sûr que les abeilles ne sont plus dehors et les agriculteurs peuvent traiter s'ils ont besoin de traiter. Alors c'est né comment cette idée en fait? Pourquoi? Eh bien en fait on sait tous que... Je vais refaire goûter, je vous écoute toujours. Oui, je vous en prie. Donc la biodiversité est importante, on doit protéger les abeilles puisque ce sont des butineuses qui sont importantes pour l'agriculture également. Est-ce que vous voulez goûter du bon miel? Et donc l'intérêt de cela, c'est de permettre aux agriculteurs et aux abeilles de vivre conjointement dans de bonnes conditions. D'accord. Est-ce que les agriculteurs ont déjà expérimenté justement cette... Allez-y, c'est du bon miel. Il vient d'où? Je fais une parenthèse. Il vient d'où ce miel? Alors ce miel, il vient de près de Reims. Allez-y madame. Non? Oh bah du bon miel de France avec des abeilles de France. Est-ce que déjà des agriculteurs ont expérimenté ce dispositif qui permet, je le rappelle, de peser de contrôler la présence des abeilles dans leur ruche, dans leur travail quotidien pour éviter d'aller traiter ou au contraire de traiter quand les abeilles sont uniquement dans la ruche? Alors en fait, on a lancé cette opération l'an dernier avec, j'allais dire, une phase laboratoire. On a installé 2 ruches connectées. Ce qui nous a permis de suivre dans 2 régions différentes de notre territoire l'activité des abeilles. Et cette année, on va installer 10 ruches connectées pour avoir une meilleure répartition sur tout notre territoire, puisqu'on est une coopérative du quart nord-est de la France. Oui. Et donc, voilà, pour être sûr de quadriller le territoire, on va en installer une dizaine. On va passer au stade pilote, on va dire, cette année. Et ça nous permet de suivre l'activité des abeilles, puisqu'on sait que les abeilles, par exemple, elles ne sortent pas s'il y a trop de vent, s'il n'y a pas assez de luminosité. Donc quand on a 75% de couverture nuageuse, elles ne sortent pas ou elles vont sortir plus tard dans la journée. Donc ça permet vraiment d'affiner l'activité des abeilles et de la suivre. On rappelle, c'est très important parce qu'effectivement, les abeilles sont nécessaires pour polliniser. Donc il faut vraiment tout mettre en œuvre pour que le monde de l'agriculture et le monde des abeilles continuent à vivre intelligemment ensemble. Tout à fait. On a un petit quiz, si vous le voulez bien. Là aussi, un petit quiz, toujours la même adresse. Si vous passez, vous avez votre téléphone. C'est polev.com/village semence. Pour gagner un pot de miel, 4 questions. On va commencer avec la première question, qui est assez compliquée en fait. Combien d'abeilles faut-il pour faire un pot de miel? Laurent, vous avez une idée? Combien d'abeilles faut-il pour faire un pot de miel? Un pot de miel de 450 grammes. Alors, les pots que j'ai là, je ne sais pas s'ils font 450 grammes, peut-être un peu moins. Alors, un petit peu moins. 250 est-ce qu'il faut grammes, ils font. 500 abeilles, 2380 ou 22 700? Est-ce qu'il faut 500 abeilles, 2380 ou 22 700? Allez, je vais essayer de poser la question dans le public, histoire de savoir si les gens ont une idée. À votre avis, combien faut-il d'abeilles pour faire un pot de miel? J'en ai aucune idée. Allez, à la plouf. À la plouf. Il y a un pot de miel à gagner. 2000. 2000 abeilles. Alors, et vous?
Moi, j'ai répondu 22 000. 22 000. 22 000. 22 000. Là, on a combien? 500? 2000. 2000, 22 000. Ah, déjà, sur cette question-là, on va voir. Alors, moi, j'ai aucune idée. Je pense qu'il faut du monde quand même. Il en faut 22 000. Certainement. Ouais. Alors, 2380, 50% et 22 700, 50%. Ah. Alors, est-ce que vous avez la réponse? Bah oui, mais je vous laisse la dire. Allez, non, c'est vous la spécialiste. Donc 22 700. Il en faut 22 700. Je ne suis pas une spécialiste des abeilles. D'accord. Mais c'est impressionnant quand même. Hein. C'est très important. Hein. Il faut du monde. Hein. Oui, oui. Pour faire un pot, il faut 22 000 abeilles. Rien que ce que j'ai ici devant moi, ça fait déjà du monde. En tout cas, ça fait du travail pour beaucoup d'abeilles. Hein. On se rend compte de la nécessité d'en avoir beaucoup. Bravo 22 000 et l'important c'est d'essayer. Hein. Allez, une autre question. Combien y a-t-il de ruches en France? Alors, on a 3 hypothèses. 17 350, c'est comptabilisé à l'unité près, dites donc. À croire qu'il y a un numéro d'immatriculation des ruches. Peut-être d'ailleurs. 1 359 713 ou 500 70 000. Ouais, bon, on va couper la poire en deux. Plutôt 1 300 000, je pense. 1 million et quelques. Ouais. Allez, on se tente. On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des résultats. Dans la majorité, il y a quand même 17% des gens qui ont voté pour 17 000 abeilles et il y en a 17 qui ont voté pour 500 millions de ruches, non pas d'abeilles. Oui. Et la bonne réponse? C'est au milieu, je ne sais plus le chiffre exact, ouais, mais 1 million 359 713. Peut-être que ça évolue tous les jours au gré de l'installation d'une nouvelle ruche par un apiculteur. On salue les apiculteurs. D'ailleurs, c'est dur de trouver les apiculteurs aujourd'hui en France, notamment quand il y a des essaims d'abeilles qui se promènent dans la nature. Ça arrive quelquefois, car quand une ruche est bien pleine, il y a une reine qui part avec une partie de la colonie. Et il m'est arrivé comme ça d'avoir une ruche qui s'est installée sur un arbre à la campagne. Et il a été assez difficile, mais nous avons trouvé un apiculteur qui est venu récupérer ce rucher pour l'installer dans une ruche. Combien y a-t-il, c'est la 3e question, combien de fois une abeille peut-elle piquer dans sa vie? Alors celle-là, elle est facile. Hein. Là, je veux 100% de bonnes réponses parce que s'il y a une seule personne qui ne donne pas le bon chiffre, combien de fois une abeille peut-elle piquer dans sa vie? Une seule. Une seule, monsieur? Une fois. Une seule fois. On est d'accord? Une fois ou plus haut? Une. Voilà. Bon. Alors, faut-il vraiment regarder les scores? On va regarder les scores tout de suite. Mais normalement, c'est 100% des abeilles qui piquent une seule fois. Oh, il y a 0%, non. Alors, 86% effectivement. Pourquoi? Parce que je crois que le dard reste. Voilà, c'est une partie intégrante de l'abeille. Et malheureusement, une abeille qui pique meurt. Une abeille ne pique pas pour le plaisir, hein, rappelons-le. Une abeille ne pique que si vraiment c'est la légitime défense, voilà. Mais aucune abeille ne pique quelqu'un autour de soi pour le pur plaisir. Et si on les laisse vivre tranquillement, il y a aucun souci. Dernière question pour gagner 2 pots de miel. Alors, trouvez une des 2 erreurs dans les 4 hypothèses suivantes. Alors, il y a 2 erreurs dans ces intitulés. On parle de miel monofloraux, de miel polyfloraux, c'est plusieurs, hein, poly aussi. Les miels multifloraux, là déjà, et les miels unifloraux. Donc là-dedans, il y a 2 hypothèses qui sont fausses. 2 hypothèses qui sont justes. Est-ce qu'on peut les revoir? Laurent, est-ce que vous avez une idée? Alors moi, je partirais sur, comme erreur, polyfloraux et unifloraux. D'accord. Ils sont les bons ou les pas bons? Les erreurs. D'accord. Poly et uni. Moi, j'ai aucune idée. Parce qu'entre mono et uni, ou entre poly et multi, il y a de quoi vraiment s'embrouiller les pinceaux. Oui, hein. tout à fait. Je ne sais même pas si les abeilles arrivent à retrouver le sens. Allez, on regarde un peu les résultats. Alors là, il y en a un peu pour tout le monde, hein, sauf pour la première hypothèse. Alors, mais, 40% sur les multifloraux et 40% sur les unifloraux. Ce seraient donc les 2 erreurs. Tout à fait. Alors, c'est ça? Tout à fait. Voilà, donc on parle en fin de compte de miel monofloraux. Comme celui que je vous ai amené, par exemple le miel
de luzerne. Ah, ça c'est du miel de luzerne, donc c'est monofloral, une seule fleur, contrairement à... Là j'ai du miel toute fleur, voilà. Donc c'est du... Polyfloral. Poly. Eh ben on apprend des choses en venant ici. Alors, on va être grand, on va être sympa, s'il y a du monde qui a joué, on va pouvoir faire gagner 4 pots de miel. Ouf, j'en sauve un pour l'équipe. Alors, on va voir les scores. Alors, je vais m'approcher parce que les noms... Guest 229 est parti avec déjà la pâte à tartiner. Elle part ensuite avec le pot. C'est un véritable braquage à main armée. Ensuite, le deuxième, Glenn, qui va pouvoir aussi venir. Venez tous, hein. Glenn. Capucine, c'est joli. Est-ce qu'on fait du miel de capucine? Peut-être. C'est du miel toute fleur. Oui. Est-ce que Capucine est là? Venez, les amis. Et Hello Sunshine, évidemment, pour gagner aux abeilles, c'est avec un jeu sur les abeilles, le Sunshine des tropiques. Voilà. Allez. Nous avons le plaisir, Village Chemance, avec les producteurs de... Rappelez-nous. Alors, un producteur qui est près de Reims. Ouais. Et sinon, les pots où Brinsart, allez, on le salue. Brinsart apiculteur pour le miel fleur de luzerne. Voilà. Et Malte Europe, en fait, c'est une de nos filiales du groupe Vivessia. Et ce sont les collaborateurs qui font du miel de toute fleur. Bah écoutez, c'est formidable. On salue et on embrasse tous ces apiculteurs, toutes ces abeilles aussi. Merci Savine d'être venu nous parler des ruches connectées, donc de l'innovation là aussi pour continuer à ce que les abeilles soient dans nos champs, pollinisent et puis fassent du bon miel. Moi je rappellerai une chose, c'est qu'il faut 22 700 abeilles pour faire un pot de 400 grammes de miel. Donc la prochaine fois, on déguste ça vraiment en remerciant le travail des abeilles. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Village Chemance. Merci. Au revoir. Au revoir.